2025, année décisive au Cameroun. À quelques semaines de l'élection présidentielle, des questions brûlent les lèvres. Quels sont les profils de ceux qui aspirent à diriger la nation? Quelle vision portent-ils? Que proposent-ils concrètement? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Objectif Étudié 2025, la plus grande tribune réservée aux candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Celui que nous recevons ce soir est un brillant Camerounais, ancien fonctionnaire international, cadre du Fonds monétaire international. Lui, c'est le docteur Jacques Bouha Rakbe. Il connaît les clés de l'économie. Il est face à vous ce soir, pendant les 60 prochaines minutes, pour répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Docteur Bouha Rakbe Jacques, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Bonsoir à votre équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs qui me font l'honneur de m'écouter en ce moment. Alors, je décline la structuration de l'émission pour vous. Dans une première partie, nous vous mettrons face à votre parcours de la genèse jusqu'à aujourd'hui. Dans la seconde partie de cette émission, nous vous mettrons face à votre vision. On parlera de votre idéologie, de questions de gouvernance et on prendra au passage quelques réactions de l'homme de la rue. En troisième partie, on vous mettra face à quelques défis de la nation, exactement 5. On abordera la question autour de l'unité nationale et de la refondation si nécessaire, la question autour de l'économie, l'emploi et même la souveraineté, la question autour de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, la question autour des réformes, réforme du secteur ou du système éducatif, réforme du secteur ou du système de santé. Et on sortira par les libertés, la démocratie et la diaspora. En mot de fin, vous aurez l'occasion de vous adresser les yeux dans la caméra à votre peuple, à vos électeurs. Est-ce que cela vous convient-il? Non, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un programme bien chargé et alléchant. Vous aurez remarqué que ça se fera en 52 minutes, plus 8 uniquement. Donc, on ira droit au but. Merci. Alors, qui est Jacques Bouha Rakbe, de la jeunesse à aujourd'hui? Oui, je suis déjà un Camerounais. Oui. Je suis né à la Cité SIC, enfin, à Douala. J'ai grandi à la Cité SIC. Et toutes mes études primaires et secondaires ont été faites à la Cité SIC, à l'école publique, à l'école de PCCU d'abord, de la Cité SIC, ensuite à l'école publique de la Cité SIC. Je suis allé ensuite au lycée au CES de la Cité de Palmiers, qui est devenu plus tard lycée de la Cité des Palmiers. Et en 1993, j'ai eu la chance de partir faire les classes préparatoires aux grandes écoles françaises. Donc j'ai fait le lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Ensuite, le lycée Louis-le-Grand à Paris intramuros même. Et après le lycée Louis-le-Grand, j'ai intégré l'école centrale de Paris. Oui. Et de là, je suis allé en économie. J'ai bifurqué en économie parce que je me suis dit qu'ingénieur risquait de me coincer en Occident. Parce que je ne voulais jamais rester en Occident. Contrairement à ce qu'on voit maintenant, je ne fuyais pas le Cameroun. Je voulais partir, apprendre et revenir. Donc je me suis dit, ingénieur, je risque d'être coincé. Et j'ai eu raison, je pense, parce que beaucoup de mes amis ingénieurs sont obligés de rester en Occident. Oui. Moi, je n'ai pas cette obligation, j'ai cette flexibilité. Donc, je suis allé faire l'économie au Canada d'abord, pour des raisons de coût, parce que c'était beaucoup moins cher là-bas, à l'université McGill, à Montréal, où j'ai eu le master d'économie. Ensuite, je suis allé faire le doctorat d'économie aux États-Unis. C'est un peu plus cher, mais là, au niveau doctoral, l'université donne de l'aide aux étudiants, parce que vous êtes aussi employé comme un enseignant. Donc, voilà comment j'ai pu terminer mes études doctorales aux États-Unis avec un doctorat d'économie. Et après l'Université Cornell, j'ai intégré le Fonds monétaire international en 2002. Immédiatement? Oui, oui. De l'université, je suis allé directement au Fonds monétaire international. Ce que je voulais d'ailleurs. Ce que je voulais parce qu'en fait, c'est pour cela que j'ai décidé de vivre en économie. Oui. Pas pour nécessairement enseigner, parce qu'enseigner, vous risquez d'être coincé également en Occident. Oui. Mais pour apprendre des pays sur le terrain. Et c'est cette expérience que j'ai eue et qui m'a justement permis de revenir facilement au Cameroun. Ça me maintenait en contact avec les problèmes des pays d'Afrique. Oui. J'ai beaucoup travaillé dans les pays d'Afrique et dans les pays des Caraïbes, bon, quelques pays d'Amérique latine, je pense. Bon. Mais c'est une expérience qui était très, très enrichissante du point de vue international. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces pays, et beaucoup de pays en développement en général, ont les mêmes problèmes que le Cameroun. Oui. Et en 2014, j'ai créé une entreprise agricole. Une petite structure agricole qui m'a également donné une autre expérience du terrain. Je venais à Sekoum,
J'avais le premier champ, c'était à Sikoum, dans l'arrondissement de Logwadjek, là, c'est pas très loin de Douala, la ville de Douala. Et après, j'ai essayé d'étendre, j'ai acquis d'autres terrains le nom m'échappe maintenant. J'ai acquis comment ça s'appelle là, c'est pas très loin de Sikoum, à Logwadjek. À Logwadjek. À Logwadjek. Situé dans la Sénégal maritime. Hein? Oui, c'est le... dans l'arrondissement de la Bamba. Je ne sais pas pourquoi le nom m'échappe encore. Oui, c'est toujours, c'est dans les environs. Ok, Longae, pardon, pas Logwadjek, Longae. Okay. Ça, c'est le plus grand terrain que j'essaie de développer. Et donc, c'est une expérience qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, les problèmes fonciers, les problèmes d'écoulement des produits agricoles. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Et ça m'a permis également de façonner un peu ma vision de ce qu'on peut faire pour le Cameroun, surtout pour les agriculteurs, les paysans en général. Mais c'est une expérience qui vous donne aussi une idée des problèmes auxquels font face les entrepreneurs au Cameroun. Hein, le problème de financement, le problème d'accompagnement. Donc, tout un tas de choses. Donc, j'ai une expérience, je pense, qui me permet d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des Camerounais. Et donc, avec cette expérience, j'écrivais beaucoup. Hein, les gens ne m'entendaient pas sur les réseaux sociaux, ne me voyaient pas, mais j'écrivais beaucoup. Donc, voilà pourquoi vous avez ici en face de vous un livre qui a 500 pages, mais d'idées concrètes, de solutions concrètes. Ce n'est pas de la théorie. Donc, vous allez voir dans la conversation que j'ai des questions, j'ai des réponses après toutes ces questions, parce que très souvent, les réponses sont déjà dans le livre. C'est au grand bonheur de ceux qui nous regardent ce soir, docteur, mais justement, votre vécu au FMI, comment ou quelle perception de manière concrète avez-vous aujourd'hui, au-delà des problèmes de financement des économies africaines, quel est l'état des économies africaines aujourd'hui? Disons, on peut mieux faire, on pouvait mieux faire, vu le potentiel, vu les ressources à disposition, ressources humaines, ressources naturelles, ressources technologiques, on peut mieux faire. Hein, on n'aurait plus dû être au stade où nous sommes. Hein, et ça, je pense que c'est lié à un certain nombre de problèmes. Problème 1, de vision, problème de gouvernance, et problème aussi, je pense, d'erreurs techniques sur le plan politique, des politiques économiques. Alors, comment s'effectue le passage de la vie d'anciens cadres internationaux ou fonctionnaires internationaux à agriculteurs au Cameroun avec cette expérience en agriculture et aujourd'hui passage en politique? Vous avez été, il faut le dire, investi par le MCNC. Comment s'est opérée cette transition-là? La transition, je ne dirais pas qu'elle est au niveau d'économiste agriculteur, parce que pour moi, j'ai toujours gardé les pieds sur terre. D'accord. Je n'ai jamais changé. Ces fonctions... Peut-être économiste politicien? Non, économiste, je dirais, je suis moi-même. C'est-à-dire que les fonctions ne m'impressionnent pas. Les fonctions, c'est juste le côté intellectuel. Moi, voilà pourquoi vous pouvez voir que moi, je ne change jamais. On me voit parfois dans les plateaux avec des gens qui ne sont pas candidats. On me dit, mais pourquoi vous êtes candidat, vous vous mettez avec les gens? Non, je dis non. Ce sont des Camerounais que je veux convaincre. Et j'ai même plus de chances de les convaincre que de convaincre un autre candidat de me soutenir. Donc en réalité, je gagne beaucoup plus en interagissant avec la population. Et c'est ça mon caractère. Je ne changerai pas même comme président de la République. Je serai toujours la même personne, je parle à tout le monde, je salue tout le monde. Et donc, pour moi, ce n'était pas vraiment une transition. Parce que d'agriculteur, moi par exemple, je peux vous donner un exemple. Je quittais Washington après avoir parlé aux grands de ce monde. Et je revenais dans les champs avec les employés des champs. Et je travaillais avec eux toute la journée. Ils étaient même parfois ils se fatiguaient plus vite que moi. Et ça les surprenait. J'ai dit non, moi je ne change pas. Sur le plan politique, pour moi, il n'y a pas eu d'effort majeur. Parce que c'est ma nature. Je parle à tout le monde, je souris à tout le monde, je salue tout le monde. Ce n'est pas quelque chose, je suis toujours au contact des gens. Voilà pourquoi pour moi, ça ne me dit rien. Maintenant, disons que c'est une expérience où on apprend quand même beaucoup. Et on se rend compte que ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait. Vous savez, avant, quand je voyais les politiciens, entre guillemets, de l'extérieur, je ne comprenais pas pourquoi ils se comportaient de telle ou telle manière. Maintenant que j'ai passé ce cap-là, je les comprends beaucoup mieux maintenant, pour vous dire la vérité. Parce qu'il y a des contraintes énormes, des contraintes en matière de temps. On n'a presque plus de vie de famille. Ah oui, les gens ne savent pas. C'est un sacrifice. Hein? Et d'ailleurs, je comprends pourquoi beaucoup de femmes n'aiment pas cette activité. Oui.
il faut que le Cameroun le sache. Ouais. On n'a plus de vie de famille et ça coûte très très cher. Très souvent, vous êtes seul. Et parfois, ça peut paraître ingrat. Vous investissez, il n'y a aucun retour sur investissement. Tout à fait. Oui, et c'est l'ingratitude, parfois même sont les insultes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est très très difficile. Mais bon, c'est une transition à laquelle je me opéré naturellement. Naturellement. Et là, au déclic d'une ambition présidentielle, comment ça s'est opéré? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette ambition présidentielle-là? Disons que dans mon expérience au FMI, on parlait beaucoup aux ministres et aux gouverneurs de banque centrale. Oui. Très souvent, sur le plan technique, ils étaient d'accord avec nous, oui. Mais ils nous disaient parfois, écoutez, ça c'est une réforme multisectorielle qui va au-delà oui. de mes fonctions, oui. Aller parler au président de la République. Donc parfois, certaines réformes de fond nécessitent des considérations multisectorielles oui. et qu'un ministre ou un conseiller technique d'un ministre ne peut pas faire. Oui. Seul le président de la République peut les faire. Et les réformes, par exemple, que je propose, sont vraiment transversales sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan même socio-culturel. Il ne s'agit pas que d'un seul ministère. Donc vous voyez que quand vous avez ces réformes-là, dont je parle ici dans ce livre, vous ne pouvez pas vous contenter d'un poste de ministre. Vous savez que vous n'allez jamais les faire. C'est le poste, seul le président de la République peut faire les réformes dont je parle dans ce livre et qui sont résumées dans ce petit document. On aura certainement l'occasion d'en savoir plus. Et encore résumé dans ce petit prospectus. Oui. Vous voyez. Oui. Donc c'est un certain nombre de choses oui. Qu'on doit faire et on peut développer ce pays très rapidement, oui. le Cameroun, contrairement à ce que les gens croient. Oui. On a perdu 65 ans. Oui. Mais je peux vous dire qu'en 2 ans déjà, les Camerounais peuvent, avec moi comme président de la République, peuvent voir la différence. Parce que je change complètement de modèle de gestion et de financement de l'économie. On va certainement aborder cette question de manière beaucoup plus technique, avec le comment. Mais avant, permettez qu'on passe à l'étape 2. La vision que vous portez concrètement à présent. Je vous mets face à votre vision, face à ce peuple. Quel est l'idéal ou quelle idéologie politique défend concrètement Jacques Bourg-Harbert? Quelle est votre idéologie? C'est une vision qui couvre 3 grands secteurs. Le secteur politique et institutionnel, le secteur économique et financier et le secteur socio-culturel. Donc je vais résumer un peu dans chaque secteur. Alors. Ensuite, vous allez entrer dans les détails si vous voulez. Bien entendu. Sur le plan politique et institutionnel, je pense qu'il faut qu'on remette le peuple au centre de nos institutions politiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est le peuple qui doit contrôler tout le processus électoral à travers une Cour suprême qui devra absorber l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Et cette Cour suprême sera formée de 5 juges avec un minimum de 2 hommes et de 2 femmes pour refléter la diversité du Cameroun. Et ces juges, bien que nommés par le président de la République, ils ne pourront prendre fonction que s'ils sont approuvés par le peuple par voie référendaire à travers le vote électronique sur les téléphones que l'État aidera la population à acquérir. Deuxième aspect, cette Cour suprême aura le pouvoir de destituer le président de la République s'il viole certains aspects de la Constitution, y compris la limitation des mandats présidentiels. Seul Paul Biya, le dernier Cameroun, a passé plus de 14 ans au sommet de l'État. Il doit être le dernier, c'est fini. Et troisièmement, cette Cour suprême devra organiser des scrutins de présélection pour que ce soit le peuple lui-même qui dise qui peut être candidat. On a vu lors de cette dernière élection des hommes politiques populaires qui ont été artificiellement écartés. On a vu des gens artificiellement écartés parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Donc si vous avez de bonnes idées, vous représentez les agriculteurs ou les paysans par exemple, pourquoi doit-on vous écarter? Moi je propose qu'on mette à cette place des scrutins de présélection organisés en ligne par la Cour suprême. S'il y a disons même 1000 candidats, les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait que 84 candidats. Pour moi c'est petit. Je prends l'hypothèse où il y a même 1000 candidats. La Cour suprême fait les groupes de 5, comme à la Coupe du Monde, tirage au sort. On fait les débats de 5, donc ça fait 200 débats qu'elle met en ligne. Les gens suivent au fur et à mesure. On ne va pas suivre peut-être les 200 débats, mais vous allez suivre le candidat qui vous intéresse ou les candidats qui vous intéressent. Première semaine, c'est le premier débat. Deuxième semaine, elle refait le tirage au sort, groupe de 5, on refait le débat, on met en ligne. Troisième semaine, elle refait le tirage au sort, groupe de 5, on met en ligne. Au bout de ces 3 débats, le peuple maintenant choisit qui peut être candidat. Ceux qui ont 5% ou plus sont retenus comme candidats et ont une allocation budgétaire conséquente pour faire campagne sérieusement. Parce qu'il y a l'aspect financier, il y a l'aspect de légitimité populaire, mais il y a également l'aspect des finances. Et là, nous avons affaire à un gouvernement qui prend en otage les candidats en retenant les finances qui devraient normalement aller
pour la campagne, pour que le peuple, justement, connaisse l'offre qui est à sa disposition et que le peuple décide. Ce n'est pas avec moi, comme président de la République, on n'aura plus ces problèmes et c'est le peuple qui se ressent des institutions. Ça, c'est un résumé. Tout à fait. Sur le plan économique et financier, nous devons, changer notre modèle de financement de l'économie. Oui. Le modèle que nous avons ne tient pas. Il est étatiste, il ne pourra jamais lever les fonds nécessaires au développement rapide du Cameroun. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Deuxième chose, nous devons sortir du franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA. On va y parler. Nous devons sortir de là. On y arrive d'ailleurs. Voilà. Et les billets, il faut que les Camerounais sachent que ce billet-là, le franc CFA, ce billet-là, il n'est pas imprimé au Cameroun. Oui, il est imprimé à Chamalia. Il est imprimé à Chamalia en France. Les pièces sont imprimées. 65 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'on fait encore? Est-ce que le Cameroun est incapable d'imprimer ses propres monnaies? Donc on doit en sortir, on va en reparler plus en détail tout à l'heure. Troisième, votre domaine d'expertise, voilà. Vous aurez l'occasion de dire au Camerounais ce qu'il en est concrètement. Voilà, ce qu'il en est concrètement. Et troisièmement, nous devons lancer très rapidement le Fonds monétaire africain pour nous permettre d'échanger entre nous pays d'Afrique sans passer par l'euro, le dollar ou le yuan. Tout à fait. Nous avons le traité déjà prêt. Le Fonds monétaire africain a déjà été créé, mais il avait été mal conçu. Il a été mal conçu dans le statut des Yaoundé. Et son siège est au Cameroun. Mais il a été mal conçu. J'ai révisé les traités, les articles de ce traité, de ce statut, pour en faire un vrai fonds monétaire avec un instrument financier spécial qui nous permettra, à nous Africains, de changer entre nous sans passer par l'euro ou le dollar. Il faut que les Camerounais sachent que l'Afrique, c'est 4 fois les États-Unis. Pas 2 fois, pas 3 fois. 4 fois. En termes de superficie, mais également en termes de potentiel économique. Donc ces gens-là qui bavardent là, ils sont très petits par rapport à l'Afrique. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas encore exploiter ce potentiel économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine qui peine à démarrer parce qu'il n'y a pas d'instruments financiers nous permettant d'échanger entre nous. Nous allons peut-être en parler tout à l'heure. Ça, c'est sur le plan économique et financier. Maintenant, sur le plan socio-culturel, nous devons nous réapproprier notre africanité et en être fiers. Être fiers de notre héritage ethnoculturel, toute notre diversité ethnique. Ce que je compte faire concrètement pour mettre ça en œuvre, je compte construire des musées ethnoculturels pour chacune de nos communautés ethnoculturelles. Il y en aura un dans la région d'origine de la communauté ethnoculturelle et un à Yaoundé, pour qu'on voit que le Cameroun est diversifié et très très riche. Il y a également sur cet aspect, l'aspect de la langue. Je vais mettre sur pied une académie des langues du Cameroun qui va non seulement préserver toutes nos langues ethnoculturelles, les adapter à l'évolution technologique et mettre à la disposition des élèves des cours de langue. Et je compte d'ailleurs introduire dans notre système éducatif des tests de langue parentale. Des tests de langue parentale qui permettront à nos enfants de préserver ces langues, nous aider à préserver ces langues. Il y a également notre tradition ethnoculturelle. Nous sommes très riches dans nos traditions, mais le colon nous a appris à les mépriser. Là, je mettrai sur pied une autre entité constitutionnelle, le Conseil national des traditions ethnoculturelles, qui va permettre de guider l'État dans ses obligations constitutionnelles sur le plan de la préservation de nos traditions ethnoculturelles. Parce qu'il y aura des obligations constitutionnelles pour l'État à préserver. Donc c'est ce conseil-là qui va aider l'État à le faire. Donc le ministère de la Culture deviendra le ministère de la Culture et des Affaires traditionnelles. Voilà. Ces missions seront étendues aux traditions. Donc je m'arrête là pour l'instant. Naturellement, vous êtes encore à votre vision. Et justement, derrière votre vision, il y a forcément une idéologie que vous portez. Je vois cet ouvrage avec Cameroun, écrit avec K au début, et U, Cameroun. Est-ce que cet ouvrage traduit le fond de votre idéologie? Oui, je reviens à l'idée de nos pères fondateurs. Vous savez, il faut que les Camerounais sachent une chose. Nous sommes libres aujourd'hui parce que d'autres se sont sacrifiés pour cela. Et en se sacrifiant, ils avaient une idée en tête. 1, réunifier le Cameroun. 2, accéder à l'indépendance comme une seule et même entité. Ils avaient en fait vu venir le problème anglophone qu'on a maintenant. Les gens ne le savent pas. Ils avaient vu venir ce problème. Voilà pourquoi ils voulaient absolument que le Cameroun soit d'abord réunifié avant l'indépendance, pour qu'on accède toutes les deux parties à l'indépendance comme une seule et même nation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont été assassinés. Mais l'orthographe Cameroun avec K veut dire, rappelle 2 choses. 1, premièrement, que nous étions une seule et même nation sous l'occupation allemande, certes, mais nous sommes nés en tant qu'entité internationale comme une seule et même nation. Avant l'occupation franco-britannique. C'était sous l'occupation allemande. Et deuxièmement, cette orthographe a un autre avantage, c'est qu'il
il est invariable, il ne dépend pas de la langue utilisée. Oui. Que ce soit en français ou en anglais, c'est la même expression. Oui. Alors que l'orthographe avec C est déjà le symbole de notre division, qui est maintenant accentué par la crise du Nozo. Oui, voilà qui est assez clair. Vous asseyez sur l'idée des pères fondateurs de notre nation et vous retournez carrément à la source avec un Cameroun, peu importe la langue dans laquelle il est écrit, gardant son authenticité, on vous a assez compris. Docteur, je vous propose de prendre quelques questions dans la rue. Nous avons pris 3. Nous avons évité les questions où on vous appelle à sauver le Cameroun parce que vous êtes un très grand économiste. Il y a des gens qui pensent que vous êtes un espoir pour ce pays parce que vous maîtrisez l'économie et que vous allez certainement trouver des réponses au problème de chômage. Nous avons plutôt pris des questions qui pourraient légèrement vous embêter, je vous préviens. C'est méchant, ça. Mais bon, c'est la règle du jeu. Oui, voilà. Le jeu. On ne se fait pas de cadeaux. Écoutons cet élément de Jordan Fomocom. Voilà. Je ne connais pas son CV, rien. Quelqu'un vient là, c'est sûr que l'élection présidentielle, jamais. Il n'a pas conscientisé les jeunes, n'a rien fait, il vient là, on ne peut pas lui voter, on ne peut pas voter un inconnu. On ne peut pas voter un inconnu comme ça. Il doit battre campagne, il doit revendiquer les droits des Camerounais d'abord. Il doit amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il doit demander à les Camerounais de publier la liste nationale, la liste électorale nationale. Il doit revendiquer, il doit demander qu'on libère les prisonniers politiques qui sont en prison. Parce qu'ils ont manifesté de leurs droits, on les a enfermés. Voilà les revendications qu'un bon candidat doit d'abord commencer par là pour être crédible aux yeux des Camerounais. Ne suffisait pas dire que je vais être candidat. Vous êtes des apôtres, on connaît ça. C'est une élection présidentielle parce que personne ne le connaît, il ne se signale pas ni dans les médias, ni dans la rue. On n'entend pas parler ni avant ni après. Donc, je lui poserai tout simplement cette question si lui-même croit qu'il pourra voter pour lui-même. Non, ce que je pourrais lui dire, comme lui donner comme conseil, serait éventuellement de pourquoi pas se rallier aux autres. Pourquoi pas? Tout ce que les Camerounais espèrent en fait voir de la part de l'opposition, c'est éventuellement une union pour aller faire front commun pour espérer éventuellement déloger le RDPC. Mais vous savez bien comme moi que si l'opposition part en rang dispersé, sincèrement, moi je ne donne pas cher de leur peau. Maintenant, je vais lui souhaiter bonne chance et beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup qui ont déposé leur candidature, ils ont été rebootés. Lui, s'il a quand même pu arriver à ce niveau, ça signifie qu'il a certainement une consistance. Maintenant, derrière, pour ce qui est de sa popularité, moi, je pense qu'elle reste encore à construire, du moins à certains niveaux. Voilà. Et on attend voir ce que la suite va nous dire, en fait, sur la question. Docteur Bouvard-Arbet, vous reconnaissez vous-même que vous n'étiez pas très connu sur les réseaux sociaux. Voilà la réaction de quelques Camerounais qui ont choisi de vous brocarder un petit peu. Il y en a un qui dit que pour être un candidat crédible et sérieux, vous devez absolument revendiquer les droits des Camerounais, revendiquer la publication du fichier électoral national, revendiquer la libération des prisonniers politiques, je suppose qu'il parle des prisonniers du MRC. Il y a un autre qui vous propose carrément un ralliement. Quel est votre regard ou vos réponses, les réponses apportées à ces quelques problématiques-là? Non, c'est vrai que sur le plan des réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, je suis un fonctionnaire international et les fonctionnaires internationaux ont malheureusement ce problème. Ils ont un devoir de réserve. C'est un peu comme les militaires et les policiers et les gendarmes. C'est vrai. C'est comme si vous veniez me dire que les militaires ou les policiers et les gendarmes du Cameroun n'ont pas d'opinion. Nous savons tous qu'ils ont des opinions, mais ils ne peuvent pas les exprimer en public, surtout pas dans les réseaux sociaux. Ce serait une faute professionnelle qui leur coûterait leur emploi. Donc, c'était la situation dans laquelle j'étais. Mais j'avais, comme je vous ai dit tout à l'heure, créé une petite entreprise agricole où j'employais une dizaine d'employés. J'étais là régulièrement sur le terrain. Oui. Donc, disons que j'étais plus sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'agriculture que sur le plan des réseaux sociaux, parce que je ne pouvais pas dire grand-chose. Quant à la libération quant aux abus de ce gouvernement, bien sûr, j'étais conscient et les solutions que je propose
dans cet ouvrage On va d'ailleurs sont justement destinés à résoudre ce problème. Quant aux prisonniers politiques qui sont là, tous seront libérés le lendemain. En tout cas, dès que je prête serment. Vous pouvez y aller directement avec quelques solutions pour cette question en particulier, pour que celui qui nous regarde en ce moment puisse avoir réponse à la question qu'il a posée. Vous proposez quoi concrètement, ou comment est-ce qu'on procède pour la libération, ou pour éviter d'ailleurs ce type d'abus, comme vous le dites, et ensuite ceux qui sont déjà en prison, comment est-ce qu'on procède pour la libération? Le lendemain, moi j'ai suivi ces procès fantaisistes. Le lendemain de mon investiture, ils sont libres. Parce que le président les libère directement. Et puis, je passerai d'ailleurs une loi d'amnistie pour effacer tout ça de leur dossier judiciaire. Ça, pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte. Okay? Ils n'ont rien fait de mal. Les gens ont le droit de revendiquer leurs mauvaises conditions de vie. Ils ont de revendiquer de meilleures conditions de vie. Les gens ont le droit d'exprimer leurs opinions. À ma connaissance, ils n'avaient attaqué personne, ils n'avaient fait de mal à personne. C'est la police qui est venue les agresser plutôt. Et sur le plan même de la défense des droits de Camerounais, il y a des abus énormes. Mes réformes sur le plan judiciaire permettront justement de rendre cela impossible. Quand je parle d'une Cour suprême, dont les juges doivent être inamovibles et confirmés par le peuple. Et confirmés par le peuple. C'est-à-dire que le peuple ne va pas accepter n'importe qui. Quand le président nomme quelqu'un, la première chose que le peuple va lui demander, qu'est-ce que tu as fait dans tel cas, celui qui était opprimé, ainsi de suite. Donc, les juges comprendront que là où ils sont, pour déjà être confirmés par le peuple, ils doivent être vraiment au service de la loi, au service de la protection des populations. Donc voilà. Et deuxième chose, ce que peut-être on n'a pas discuté tout à l'heure, c'est que ces juges ne pourront pas être démis par le président, mais ils pourront être condamnés par les jurys populaires. Seuls les jurys populaires pourront juger les juges. Donc les juges ne seront plus jugés par leurs collègues. Entendez-vous justement par jury populaire C'est-à-dire que c'est comme les assises en France, pour ceux qui connaissent le système français. C'est-à-dire que les personnes qui prennent la décision pour condamner quelqu'un sont les citoyens lambda. Les citoyens lambda. D'accord. Oui. Les membres du jury choisis de manière... les membres du jury, il y a souvent cela. En gros, tu es jugé par tes pairs. Donc, et généralement ici au Cameroun, on est jugé par les juges. Et là, pour ce qui concerne les procès concernant les juges, ce ne sont pas les juges qui vont les juger, parce qu'on risque d'avoir une solidarité de corps. C'est le jury populaire qui va les juger, c'est-à-dire vous, moi ou quelqu'un d'autre. Donc, ces juges de la Cour suprême, si jamais ils violent la loi, ils venaient à violer la loi, ou ils venaient à ne pas défendre, par exemple, l'article 80 du Code électoral, comme ça a été le cas avec le Conseil constitutionnel, monsieur là, qui me pose la question, il pourrait porter plainte contre ces juges. Et là maintenant, une fois que la plainte est déposée, c'est le jury populaire qui va les juger. Donc même ces juges seront en danger. Voilà les solutions concrètes qui permettent justement de défendre les droits des Camerounais pour la vie. Parce que là, cet article-là, permettant au peuple de juger les juges de la Cour suprême ne pourra pas être modifié, par exemple. On ne pourra pas le modifier. Et donc, en fait, la vraie lutte, ce n'est pas dans les réseaux sociaux nécessairement. Les réseaux sociaux permettent de sensibiliser à une cause. Et là, le travail était bien fait. Par exemple, les gens comme moi, c'est comme cela qu'on a su ce qui se passait, les abus dont étaient victimes. Ces militants du MRC et d'autres d'ailleurs, et d'autres abus. Moi, je pense toujours une image qui me vient en tête. Il y a cette femme-là qui avait un bébé dans le dos, qui a été mitraillée au Nord Cameroun. Et je dis même aux Camerounais et à ceux compatriotes je vais ouvrir toutes les archives de l'armée camerounaise, de la police et de la gendarmerie. Et probablement l'État va payer des réparations. Pour ces abus. Non, on va déclassifier parce que je n'ai pas l'intention de couvrir les crimes d'Aïdjonis de Biya. Je ne le ferai pas. On va ouvrir toutes ces archives, tous ces abus. Moi, j'ai grandi à Douala, il y avait les 9 de Bépanda dans les années 90, qu'on a mis dans l'acide. Il y a eu un enfant qui est près du commissariat à Douala, Bépanda également, qui était à genoux, un enfant qui a été abattu à bout portant par un commissaire de police. Vous croyez que ces affaires-là elles ne sont pas closes? On va ouvrir tout cela et l'État va devoir payer des réparations. Parce qu'on ne peut pas envoyer l'État en prison. Donc il y aura probablement un fonds de réparation sur ces questions-là. Il y a les guerres d'indépendance, il y a eu trop d'abus dans ce pays. Donc je peux dire à notre compatriote qu'avec moi comme président de la République, le peuple sera protégé parce que c'est lui qui sera au centre. Le vrai patron de la justice sera le peuple. Parce que les juges seront en danger si jamais ils n'appliquent pas la loi. Voilà qui est clair. Peut-être une réponse sur cet autre aspect d'une autre question. Il vous proposait une alliance politique. Quelle est votre position justement sur une candidature consensuelle de l'opposition camerounaise pour affronter Paul Biya au soir du 12 octobre? Ce serait l'idéal. Mais il faut que nos compatriotes comprennent une chose. Nous n'avons pas les mêmes visions politiques. Par exemple, dans cette course, je suis le seul à dire ouvertement que le Cameroun sortira de la zone CFA au lendemain du 12 octobre. Je suis le seul à dire ouvertement que l'État, l'exécutif, n'aura plus le contrôle du processus électoral.
hein, et l'ECAM sera absorbé par la Cour suprême. Les patrons de l'ECAM ne seront plus Paul Biya, parce que là maintenant, c'est le candidat Biya qui est le patron. Quand on regarde l'article 44 du Code électoral, hein, le Conseil constitutionnel sera absorbé. Donc, et c'est le peuple qui va désigner les juges de la Cour suprême. Hein. Oui, donc là déjà, l'exécutif n'a plus le contrôle du processus électoral. Sur le financement de l'économie, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je veux développer les 58 départements du Cameroun au même moment. Le temps est important. Je vais sortir de la République de Douala-Yaoundé. Je ne veux pas dire on commence par Douala et Yaoundé, non. On développe les 58 départements du Cameroun au même moment. On peut le faire en quelques années. Hein. Sur l'intégration africaine et le Fonds monétaire africain, je suis le seul à pousser ce genre de choses. Donc on a des divergences vraiment de fond. Mais non, attendez. Qu'il faut en sorte. Moi j'étais à Fumban, j'ai signé la déclaration de Fumban. Je leur ai dit à ce moment-là, écoutez, travaillons d'abord déjà sur les principes qui doivent guider ce changement. Et deuxièmement, définissons les mesures qui doivent nous permettre de mettre en œuvre ces principes. Et troisièmement, définissons les critères qui pourront nous assurer que nous aurons un candidat crédible pouvant appliquer ce document de changement. Ils ont voulu faire l'inverse. Ils ont dit, accordons-nous d'abord sur le candidat, hein, et ensuite, harmonisons nos programmes. Je n'ai pas dit, je n'ai rien dit, mais ça, ce n'est pas facile. C'est ce qui est en train de bloquer maintenant. Hein? Vous allez choisir tel ou tel candidat sur quelle base? Ils veulent par exemple que je m'allie à quelqu'un. Okay? Supposons, on enlève Paul Biya, on m'enlève. Qui d'autre je dois choisir et sur quelle base? Compte tenu de mon projet de société. Compte tenu, parce que n'oubliez pas, j'ai une équipe derrière qui m'accompagne sur la base, par exemple, des politiques que je propose, y compris la sortie du franc CFA, du Fonds des colonies françaises d'Afrique. Sur quelle base je vais rejoindre les autres candidats qui n'en parlent même pas? Vous avez entendu quelqu'un parler de la sortie du franc CFA? Peut-être l'urgence de faire dans nos partis Paul Biya autour d'un projet commun, la famine par exemple, enfin, les Camerounais, la pauvreté. Non, mais ça se fait en quelques mois, en quelques jours, en quelques mois. Moi, comme président, non, ça se fait en quelques mois. C'est pas réuni comme condition pour que les candidats, au moins de l'opposition, se mettent ensemble pour d'abord faire partie de celui qui en est responsable? Bon, n'oubliez pas que certains des candidats étaient dans le gouvernement. On le perd de vue, on fait comme si Paul Biya est seul, que Paul Biya est le seul responsable. Non, soyons modestes et honnêtes. Hein. Voilà, soyons modestes et honnêtes. Je ne veux pas, ce sont mes aînés une fois de plus, je ne veux pas être méchant. Mais je parle de crédibilité. Quand quelqu'un veut sortir les Camerounais de cette situation, écoutez, hein, il y a des gens crédibles, il y a des gens sur qui on peut se poser des questions. Mais j'aimerais insister sur une autre chose. Allez-y. Le plus important ici, hein, ce qui est candidature consensuelle ou pas, le plus important, c'est le contrôle des bureaux de vote. Il y a 31 578 bureaux de vote. Tout à fait. Ce qui fait, entre guillemets, perdre l'opposition, ce n'est pas qu'elle perd dans les urnes, même en 2018. Je ne suis pas sûr que le professeur Maurice Kamto avait perdu. Le problème, c'est qu'il n'avait pas tous les PV. Il n'avait pas tous les PV des bureaux de vote. Hein, et il n'avait que sur les 25 600, il n'en avait que combien? 5 324. Voilà. Il n'a pas. Et il faut que les Camerounais comprennent que ça, c'est avant tout une procédure judiciaire. C'est-à-dire, et la justice décide, la justice est ici le Conseil constitutionnel, elle décide sur les pièces qui sont versées au dossier. Hein, on peut soit attaquer les pièces qui sont versées, hein, mais vous ne pouvez pas aller en cour de justice sans pièces et dire que vous pouvez gagner. Et l'ECAM RDPC, le système l'ECAM RDPC a toutes les pièces, parce qu'ils peuvent les fabriquer. Et la loi leur dit que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Mais on peut aussi attaquer le PV de l'ECAM en justice si on a les PV des bureaux de département. Tout à fait. Parce que le PV de l'ECAM doit correspondre à la somme des PV des bureaux. Voilà pourquoi les Camerounais doivent comprendre la clé du renversement du régime Biya. C'est le contrôle de tous les bureaux de vote, 31 578. Et ça coûte beaucoup d'argent, ça nécessite beaucoup de moyens, et ça nécessite une mutualisation des efforts. Je suis en train de travailler avec les autres candidats, également les autres partis, même ceux qui n'ont pas de candidats, pour voir dans quelle mesure, y compris d'ailleurs le MRC, je peux le dire, pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble pour contrôler les 31 578 bureaux de vote. Parce qu'une fois que c'est fait, je peux dire aux Camerounais que le RDPC ne peut pas être premier. Zéro. Voilà. Voilà, vous avez été assez clair, même après ces questions de l'homme de la rue. Mettons à présent notre candidat face aux grands défis de la nation. Eh bien, premier défi, l'unité nationale. Vous êtes sans l'ignorer. Le Cameroun ne peut plus se targuer d'avoir un pays complètement en paix. Avec la crise dans l'extrême nord ou dans la partie septentrionale du pays, avec les crises dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest, le Cameroun depuis pratiquement 2016 ou un peu avant, connaît plutôt pas mal de bouleversements. Comment on fait justement pour restaurer la sérénité dans notre pays? Bon, il y a plusieurs types de crises. Il y a la crise du Nozo, celle du Nord Cameroun avec Boko Haram et celle du tribalisme en général. Vous proposez quoi justement pour... Non, justement, il faut... ma priorité sera
c'est d'ailleurs l'un des premiers points que je mentionne ici dans ce prospectus, c'est de mettre fin à la crise du Nozo de manière pacifique. Comment? En organisant, moi-même, je suis un anglophone de par mon éducation. Oui, naturellement, vous êtes parfaitement bilingue. Allow me to switch to English. Go on. Okay? The way I'm going to handle this crisis is going to be through at least a 3-day conference that I will chair myself as president, as the first Anglophone president of Cameroon, because I see myself as an Anglophone. That title on the ballot paper, doctor, is a PhD. It's entirely in English. Yeah. There's no single word of French in that. So my identity is also Anglophone. It's an Anglophone identity. Yeah. So I'm going to sit down with them myself. I will not send a prime minister or a minister like candidate Paul Biya did last time. He didn't even show up, by the way. He did not show up to even greet people during that conference. I'm going to organize that 3-day unity conference. And during that conference, we're going to discuss 3 issues. Number 1, what led to this crisis? We have to identify all issues that led to this crisis. Number 2, given the diagnostics on the issues that led to the crisis, what are the solutions that we're going to implement to ensure that we solve these issues once and for all? Because I want to solve them once and for all. And number 3, we're going to discuss which solutions will be in our new constitution, because these are the solutions that we should enshrine in our new constitution to ensure that Cameroon is known and accepted as a multicultural, multilinguistic nation. Donc c'est ce que je ferai. Oui. Hein? Oui. Je vais régler ce problème une fois pour toutes dans la paix. Et ceux qui sont en prison, those who are in jail right now, will be able to join us through video conference. Okay? So we will try to talk as brothers and sisters. Et j'insiste là-dessus. Oui. Il faut qu'on règle ce problème en tant que frères et sœurs d'une nation. Oui. Parce que les gens oublient que parfois les anglophones, c'est les Camerounais comme nous. Regardez juste leur nom. C'est les mêmes noms que vous trouvez en zone francophone. Tout à fait. Nous sommes nos frères et sœurs, mais malheureusement, la mauvaise gouvernance de ce pays a fait en sorte qu'on a l'impression qu'on les considère comme des étrangers. Alors que c'est nos frères et sœurs, nos cousins, c'est parfois le même sang qui coule. Certains ont immigré, et ainsi de suite. Deuxième chose pour le Nord Cameroun. Oui, le Nord Cameroun. C'est un problème. Oui, c'est un problème un peu international. Parce que Boko Haram vient du Nigeria. Je propose qu'on crée une alliance pour la stabilité et le développement, qui va également inclure les pays du Sahel, parce que ce sont des problèmes similaires, où on va mutualiser nos forces pour gérer ces problèmes. Mais sur le plan purement technique, on peut mieux faire avec les drones, par exemple, pour les surveiller. La sécurité du Cameroun va beaucoup reposer sur un système de drones. Ça, c'est l'option, bien sûr, sécuritaire, mais il y a également l'option économique. Pourquoi les jeunes vont vers ces gens-là, vers ces organisations-là. C'est avant un problème de chômage et d'économie, on va en reparler tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est du tribalisme, parce qu'il y a aussi le troisième phénomène, c'est le tribalisme. On peut le régler assez facilement, parce que moi je pense que c'est un problème qui n'est pas profond en réalité. C'est un problème qui est relativement simple à résoudre, c'est de la manipulation. On va commencer déjà par l'éducation, les mesures ethnoculturelles dont j'ai parlé, pour déjà que les Camerounais sachent qui ils sont eux-mêmes et qui sont leurs voisins. Parce que lorsque vous saurez, vous connaîtrez la richesse de la culture, de l'ethnie de votre voisin, vous n'allez plus le regarder de la même manière. La première chose. Deuxième chose, je mettrai sur pied une agence pour la diversité qui va produire annuellement un rapport sur la diversité. Cette agence va collecter les rapports de toutes les entités légales présentes au Cameroun, qu'elles soient publiques ou privées. Donc chacune de ces entités devra produire tous les ans un rapport sur la diversité de son personnel. La diversité va inclure la dimension ethnique ou langue parentale, mais également la dimension genre, par exemple, et peut-être la dimension linguistique, anglophone, francophone. Vous voyez. Donc chaque entité au Cameroun devra les produire. Les entités publiques, les rapports de diversité des entités publiques seront publiés. Ceux des entités privées seront envoyés à l'agence pour la diversité, qui va les compiler et produire un rapport national sur la diversité au Cameroun. Et maintenant, sur le plan de financement de l'économie, je m'assurerai que tous les entrepreneurs, dans toute leur diversité du Cameroun, auront accès au financement à travers justement la plateforme pour le financement populaire. Donc voilà comment je compte résoudre ces problèmes, et très rapidement ça se fera. Voilà, quand on vous écoute, on sent que vous pensez qu'il y a une urgence de refondation du Cameroun. Je voudrais prendre ici de manière solennelle votre vision de l'État du Cameroun. Comment voyez-vous la forme de l'État du Cameroun de demain? Votre Cameroun, le Cameroun que vous dirigerez vous si vous êtes élu, il sera comment? Ce sera un Cameroun uni, qui respecte et qui est fier de sa diversité ethno-culturelle, mais également de sa diversité linguistique. Et prendra ce sera un pays,
Oui, bien sûr, avec justement le peuple au centre à travers les entreprises populaires. Parce qu'avec nos téléphones aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses en fait. Le peuple peut être mis au centre. Donc l'État va aider tous les Camerounais à acquérir les téléphones. Et dans ces téléphones, ce n'est pas pour appeler, contrairement à ce que les gens croient. C'est pour que l'État y installe son application qui permet justement à chacun de participer à la construction de notre pays. Donc vous allez pouvoir participer directement à la construction de votre pays, y compris des routes, des autoroutes, à travers des entreprises populaires. C'est vous qui allez le faire avec vos petits-enfants. Vous jetez souvent là au bord du lit qui vous encombre. Vous allez désormais les déposer quelque part au trésor et on va créditer votre compte de 100 francs. Et avec ces 100 francs, vous allez acheter les bons du trésor. Donc le peuple sera au centre parce que en fait, l'État camerounais lui-même va se concentrer seulement sur 5 secteurs. L'éducation, la recherche, culture, le social, la justice, la sécurité et la défense. Le reste sera géré par des entreprises populaires, c'est-à-dire vous directement. Donc on n'aura plus besoin d'avoir toutes ces formes compliquées. Non, ça c'est compliqué pour rien. C'est compliqué pour rien. Parce que ça alourdit la procédure. Moi, je vais les simplifier à travers l'application de l'État. Un téléphone, une application. Oui, l'application de l'État, vous faites tout avec l'État. Vous voulez votre pièce d'identité, vous voulez quelque chose, vous pourrez passer des années. Et ne craignez-vous pas justement des intrusions, peut-être par manque de pare-feu suffisant, problème de sécurité informatique? Non, mais ça, ce sont des problèmes qu'on règle. Il y aura la reconnaissance faciale déjà. Parce qu'on sait qui a accès. Et on sait à quelle heure. En fait, les transactions électroniques sont plus sécurisées que ce qu'on a maintenant. Parce qu'on sait qui vous êtes, on peut scanner, on peut scanner votre visage. Si par exemple on a des doutes, on peut vous appeler directement à travers cette application et on voit si c'est vraiment vous qui êtes en train de demander le service voulu. En fait, c'est beaucoup plus sécurisé qu'on ne croit. Et ceci, pour le respect des libertés, justement, il faudra faire attention. Lui-même, le dispositif technique, logistique sera aux mains de la Cour suprême. Donc, ce sont les informaticiens de la Cour suprême qui vont contrôler ça. Ce ne seront pas les informations du gouvernement. Parce que je peux vous dire, moi-même, j'aurai mes informations dedans. Je ne voudrais pas qu'un jour, un politicien ou le MINAT commence à chercher dans ma vie. Non. Donc ceci sera sécurisé. Et je pense que on peut y arriver très vite et très facilement en changeant complètement de modèle de développement. Justement. Le fédéralisme a le problème, déjà qu'on ne sait pas ce qu'il va résoudre, qu'on ne peut pas résoudre dans le cadre de l'État unitaire. Et 2, il est très lourd financièrement. Il est très très lourd financièrement. Parce qu'il est également lourd légalement. Gérer ça, ce n'est pas facile. Sur le plan légal, financier, et même politique. Et n'oubliez pas, avec notre diversité ethnique, on a un problème supplémentaire. On pourrait se retrouver avec des États fédérés où la majorité des habitants sont d'une seule composante ethnique, culturelle. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent comme propriétaires de quelque chose qui est en fait quelque chose de national. Ça va, moi, je pense que ça entraîne beaucoup plus de problèmes que ça n'a résolu. L'État unitaire n'a pas de problème, il faut juste inclure le citoyen dans la gestion des affaires. Exactement, il faut juste que ce soit inclusif et surtout que les dirigeants rendent des comptes. Que les dirigeants rendent des comptes et que parce que chaque Camerounais, voyez-vous, doit se sentir chez lui. N'oubliez pas que les gens sont morts pour ce pays. Et beaucoup de leurs enfants sont un peu partout au Cameroun. Vous n'allez pas dire à quelqu'un dont le grand-père ou la grand-mère est morte pour ce pays qui n'est pas chez lui, n'importe où au Cameroun. Oui, c'est un peu dangereux ces choses-là. Et le fédéralisme risque de nous apporter plus de problèmes que d'en résoudre. Pour la question anglophone, nous allons juste avoir un pays de système. Parce qu'ils ont un système légal qu'ils appellent common law. Il faut que les Camerounais comprennent une chose. Généralement, leur approche du droit, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, ce sont les juges. Quand ils prennent leur décision, regardent les autres cas, ils prennent une décision. Et c'est ce corpus de décisions de juges qui forment ce qu'ils appellent le common law. Alors que chez les francophones, c'est l'inverse, c'est du haut vers le bas. Vers le bas, tout à fait. Donc, il faut juste que les Camerounais apprennent que nous sommes comme les doigts de cette main. Diversifiés mais unis. Et on fonctionne tous ensemble. Aucun doigt n'est supérieur à l'autre. Parce qu'ils sont tous utiles. Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses-là. On vous a parfaitement bien compris, Jacques Bougra. Maintenant, je vous propose de parler d'un autre domaine que vous maîtrisez à la perfection ou presque à la perfection, l'économie, l'emploi et la souveraineté. Premièrement, l'économie. Quelle analyse ou quel constat faites-vous de l'économie camerounaise actuellement? On peut mieux faire. Elle est à terre, on le voit. Les infrastructures, le niveau de chômage, le niveau de pauvreté, le taux de croissance qui est vraiment très faible. Entrez pas le bouc qui vous sied. Infrastructure, le taux de chômage,
N'importe quoi. Allez-y. Oui, allez-y, bon, parlez pour avec l'infrastructure, je pense qu'il faut rapidement revoir notre modèle de développement de nos infrastructures pour gérer 200 à 300 millions de personnes. Je dirais même 300 millions. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent que le Cameroun n'est pas que le pays des Camerounais. C'est un pays qui se trouve à la charnière de l'Afrique, qui est elle-même un continent qui a 4 fois le potentiel des États-Unis, 2 à 3 fois celui de la Chine. Vous l'avez dit. Voilà. Et donc, les gens ne vont pas circuler par le désert, parce qu'en haut, là, c'est le désert. La plupart des gens qui vont voyager vont passer par le Cameroun. Il faut que les Camerounais sachent. Déjà, on a... Absolument vrai. Oui. On a le Tchad et la RCA qui passent par chez nous. Qui passent par le Cameroun. Et les autres vont commencer. Donc, il faut qu'on puisse gérer au moins 300 millions de personnes. C'est-à-dire la taille de la population des États-Unis dans un État qui a la taille de la Californie. Donc, ça veut dire qu'il faut complètement penser le Cameroun différemment en termes d'infrastructure. Et moi, je propose justement, comme l'État, lui, n'a pas l'argent, que ce soit vos entreprises populaires qui fassent cela. Parce que vous avez beaucoup plus d'argent que l'État pour déjà faire 2 types de routes. Il y a les méga autoroutes, que j'appelle méga autoroutes, 10 voies peut-être dans chaque sens, pour que ceux qui veulent juste traverser le Cameroun ne passent pas par le centre-ville. Tout à fait. Là maintenant, on a à Yaoundé, les embouteillages, c'est aussi causé par les camions qui vont en RCA au Tchad, ainsi de suite. C'est pas normal. Ils ne doivent pas passer par le centre-ville. Donc ça, c'est le premier type de réseau routier que j'appelle là le sapin. C'est un peu la forme d'un sapin. On peut faire ça en 18 mois. C'est plusieurs entreprises. Je vois là une cinquantaine, une centaine d'entreprises, chacun avec son petit tronçon de 100 km. On fait ça en 18 mois. On désenclave tout le Cameroun. Et pendant qu'on le fait, justement, on en profite parce qu'on ouvre le terrain. On en profite pour faire en bas 2 types de canalisation. Une pour tout ce qui est liquide. Nous voyons et l'autre, voilà. Une pour tout ce qui est liquide et l'autre pour tout ce qui est électrique. Comme ça, on apporte de l'eau un peu partout au Cameroun, surtout à la partie septentrionale du Cameroun, et on stabilise un peu la distribution de l'eau au Cameroun pour tout le monde. Et troisièmement, on en profite pour faire les chemins de fer. À lévitation magnétique. Pourquoi la lévitation magnétique? C'est une technologie qui est un peu plus chère, mais qui est très très utile et qui est très très économique une fois qu'elle est installée. Et il n'y a pas de maintenance. Ce sont les trains qui glissent, c'est le champ magnétique qui fait bouger les trains. Donc ça glisse, donc ça n'a pas de frottement. Et ça fonctionne à l'énergie solaire. Et nous en avons beaucoup en Afrique. Et l'autre avantage, c'est qu'elle est très très rapide. On atteint la vitesse de 500-600 km/h. C'est un peu comme l'avion. Donc vous pouvez faire de l'extrême sud à l'extrême nord en moins de 3 heures. Vous voyez. Et ça permet justement au Cameroun d'être efficace et de gérer ces 300 millions de personnes au même moment. Et nous allons en profiter pour mettre un peu partout là des centres commerciaux pour que les gens achètent camerounais. Voilà donc comment moi je vois le Cameroun sur le plan économique des infrastructures. Et là, une fois de plus, ce n'est pas l'État qui dépense, c'est vous. Mais vous faites d'une pierre deux coups. Vous êtes également actionnaire. Au fur et à mesure que le Cameroun se développe, ces infrastructures sont construites, vous vous enrichissez parce que la valeur de vos actions augmente, vous avez les dividendes, vous pouvez léguer à vos enfants. Voyez. Ça, c'est le premier aspect. Et l'État, lui, pourrait aider les pauvres. Parce qu'il ne faut pas oublier, certains n'auront naturellement, on y arrive. Voilà. L'État pourrait aider les pauvres. Également. Donc voilà, ça c'est sur le plan des infrastructures. Maintenant, sur le plan du financement même de l'économie en général. Financement de l'économie, justement. Et les entreprises privées. Et les entreprises privées. Je crée dans cette plateforme électronique. Toujours celle de l'État. C'est un module qui va mettre sur pied ce marché populaire, ce marché pour le financement populaire. Donc vous, par exemple, M. Diop, vous voulez créer votre entreprise de médias. Mais ce que vous faites, vous montez, vous faites un business plan. Maintenant, vous allez voir une banque qui va titriser votre business plan. Parce que tout ce que vous avez, vous n'avez pas d'avoir, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez que votre cerveau. Vous avez peut-être votre diplôme de journalisme. Et ça compte. Ça vaut de l'or. Et c'est ce que vous allez vendre. Là, par exemple, vous émettez des actions de 100 francs. Avec l'aide de la banque qui va titriser. Si vous voulez lever, par exemple, 10 millions, je donne un exemple pour un informaticien, mais là, quand vous êtes journaliste, je prends votre exemple, vous voulez lever 10 millions, vous créez des actions de 100 francs pour 10 millions. Moi, je vois un jeune qui veut lancer son entreprise, je veux l'encourager, je vais peut-être mettre 10 000, je ne vais pas mettre 1 million ou 10 millions, je mets 10 000. Mon voisin fait la même chose, il met 5 000. L'autre met 200. Vous allez lever aux 10 millions très facilement. Je vous donne votre chance. Même si moi je les perds, ces 10 000, j'ai essayé d'aider un jeune, mais très souvent vous n'allez pas les perdre. Parce que les jeunes ont beaucoup d'idées. Ce qui manque aux jeunes, c'est le financement. Ils ont beaucoup d'idées. Regardez toutes ces innovations. Ce sont les jeunes qui sont à l'origine de toutes les innovations qu'on voit là. Mais il vous faut le financement, et c'est ce que vous n'avez pas. Et c'est ce qu'on va résoudre avec cette application de l'État, pour faciliter le financement. On ne pourra pas tricher, parce qu'il y aura la reconnaissance faciale de tout le monde. Le jour où vous avez besoin d'argent, par exemple, vous avez mis 10 000 francs, et vous avez besoin de vendre, vous pouvez revendre vos actions. Sur le marché, il y aura un marché. Donc ça, on règle le problème du financement. Pour ce qui est du problème du chômage, toujours dans la même application, toujours dans la même application, il y a un système de gestion du marché du travail, où vous avez directement les offres d'emploi
sur l'application de l'État. Oui. Pourquoi? Parce qu'il sera obligatoire pour les entreprises, de par la loi, de publier leurs offres d'emploi avant tout recrutement, au moins 5 jours avant, une semaine avant. Donc toutes les offres d'emploi, tout recrutement devra d'abord passer au préalable par une publication de l'offre d'emploi sur l'application de l'État. Vous voyez? Donc vous aurez directement vos offres d'emploi sur le téléphone. Première chose. Donc vous saurez où se trouvent les opportunités. Ce qui vous donnera le temps de vous ajuster dans votre formation. Deuxième chose que je ferai, toujours dans la même application, j'obligerai les entreprises à publier leur projection d'offres d'emploi sur les 10 années suivant l'année en cours. Et ça, c'est important pour les jeunes qui sont en formation. Oui. Donc, ça permettra aux jeunes de voir 10 ans à l'avance quelles sont les entreprises qui pourraient être, quelles sont les compétences qui pourraient être recherchées lorsqu'ils finissent leur formation. Ça leur permettra justement d'ajuster leur formation. Et comme cela, on va résoudre ce problème d'information dans le marché du travail, qui très souvent empêche les jeunes de savoir où sont les opportunités et quels sont les types de compétences recherchées. Oui. Maintenant, il faut également parler du problème de l'éducation. Oui. C'est vrai qu'on y arrive. Hein. On va peut-être y arriver tout à l'heure. Je voudrais prendre justement votre position. Vous parliez tout à l'heure de souveraineté. Vous voulez briser ou rompre avec le franc CFA. Oui. Vous proposez quoi comme alternative? Non, le Cameroun, il faut que les Camerounais sachent que le Cameroun avait une monnaie avant l'occupation allemande. Oui. C'est en 1894 ou 96 que le soi-disant gouverneur allemand avait décidé d'abord de mettre fin à cette monnaie. Donc on avait une monnaie qui n'avait peut-être pas la forme actuelle, mais c'était une monnaie, une unité de compte qui s'appelait le CRU. Oui. Nous Nous allons retourner au CRU. Nous allons retourner à notre histoire monétaire. Donc je suis en train de réintroduire ce qu'il y avait déjà avant et que l'occupant allemand avait supprimé, et plus tard l'occupant français a maintenu. Et ce serait très simple à faire. Il ne faut pas que les Camerounais aient peur. Les questions de parité et... Non. Oui, la valeur d'une monnaie est déterminée par l'offre et la demande. Oui. Donc ici, dans le cas du Cameroun, on aura une influence sur l'offre et on aura une influence sur la demande. L'influence sur l'offre sera déterminée par la politique monétaire de la Banque centrale du Cameroun. Oui. Je nommerai des gens compétents pour diriger cette Banque centrale du Cameroun. Oui. Okay? Donc ça, c'est la politique de l'offre. Elle va viser à maintenir l'inflation à un niveau bas. Maintenant, la politique de demande de notre monnaie sera impulsée par la loi. Déjà, la Constitution va stipuler que certains biens et services, comme par exemple les produits naturels, les ressources naturelles, les ressources agricoles, les produits financiers ne sont payables qu'en monnaie du Cameroun. Tout ce qui passe par le Cameroun, les 300 millions de personnes là, les biens et services, les transports et tout le reste, ça doit payer en monnaie du Cameroun. Donc ça va créer une très forte demande pour cette monnaie. Suffisant pour garantir sa stabilité. Bien sûr. Parce que je vous ai dit, le Cameroun n'est pas un pays comme les autres. Tout le monde, nous sommes incontournables en Afrique. Nous devons exploiter ce potentiel. Nous avons le siège du Fonds monétaire africain. Et dans ce Fonds monétaire africain, nous allons créer, comme je vous l'ai dit, nous allons le réformer pour créer le droit de tirage africain, qui est un instrument financier qui permettra également aux pays d'Afrique d'échanger entre eux. Donc, sur le plan de la demande de notre monnaie, moi, je ne vois strictement aucun problème parce que l'État pourra agir sur l'offre et la demande. Maintenant, la Constitution permettrait également au président de la République d'allonger la liste des biens et services payables en CRU, en monnaie nationale, par décret. Donc, de toute façon, on a l'influence sur les deux. Mon problème n'est même pas la perte de valeur. Le problème, c'est qu'elle soit trop forte. Parce que n'oubliez pas, à l'époque, un CRU valait 20 Deutsche Mark. Ensuite, les Allemands sont mis à déprécier cela et ensuite suppriment le CRU. Donc, c'était une monnaie très forte. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, si les États africains créent leur monnaie et gèrent bien les finances publiques, parce qu'il ne faut pas confondre avec les finances publiques. Gouvernance et corruption, naturellement. Oui, il y a la corruption, mais aussi les déficits publics. Dans beaucoup de pays qui ont eu des problèmes de monnaie, c'est que très souvent les déficits publics étaient beaucoup trop élevés et étaient financés par la planche à billets. Il ne faut pas faire ça. Au Cameroun, la Banque centrale n'aura pas le droit de financer les déficits publics. Donc, dès le lendemain du 12 octobre, moi, président de la République, je commence les négociations avec les entreprises qui vont installer au Cameroun une usine qui imprime les billets. Donc nos billets ne seront plus fabriqués. Vous l'avez dit. Ils ne seront plus fabriqués en France comme c'est le cas maintenant. Bon, voilà un peu autant de réformes. Si vous voulez plus de détails, vous êtes assez clair. Pour celui qui nous écoute, je pense que c'est suffisamment clair et accessible à tout le monde. À présent, en quelques minutes, s'il vous plaît, que proposez? Parce que le Cameroun souffre également d'un énorme problème qui est la corruption. Vous proposez quoi comme méthode efficace pour lutter contre cette gangrène-là? Oui, il faut déjà commencer à lutter contre la corruption au niveau du secteur public. Et soyons honnêtes. Avec les salaires de misère qu'il y a, on ne peut pas efficacement lutter contre la corruption dans le secteur public. Ce que je ferai, c'est que je vais aligner la grille des salaires de la fonction publique sur celle du secteur privé. En gros, une personne
qui a le même niveau de responsabilité dans le secteur public gagnera 80 à 85% de ce qu'il aurait gagné dans le secteur privé. Oui. Donc il y aura des enquêtes sur le niveau des salaires dans le secteur privé. Ce sera transparent. Oui. Mais en échange, bien sûr, de ces salaires qui reflètent plus la réalité du secteur privé et la réalité économique du Cameroun, il y aura ce que j'appelle les évaluations des performances. Parce qu'en échange du salaire, il faut que vous travaillez, un peu comme dans le secteur privé. Parce que l'action de l'État sera guidée par le plan de travail présidentiel, qui aura des objectifs à atteindre tous les 6 mois. Et les employés du secteur public seront évalués sur la base des objectifs du plan de travail présidentiel. Donc voilà, il y aura également de la rigueur là-dessus. Mais troisièmement, on a présentement 2 sortes de problèmes. On a certes le problème de la corruption donc, que vous venez de soulever, mais également le problème des détournements des deniers publics. Ce que je mettrai sur pied, c'est une loi d'amnistie conditionnelle qui va gérer les 2 problèmes. Cette loi d'amnistie conditionnelle permettra les 100 premiers jours à l'État d'amnistier toutes les personnes qui viendront volontairement se confesser. Elle est conditionnelle à quoi? C'est conditionné par, déjà, l'admission de ce qu'on a fait, et deuxièmement, par un accord de restitution de ce qui est établi, de ce qui a été détourné. Ça peut être sur plusieurs années. Donc, vous signez un accord avec l'État, je vais rembourser sur plusieurs échéances. Et troisièmement, un engagement à aider l'État, à collaborer avec l'État sur les autres enquêtes. Parce que généralement, entre détournants de deniers publics, ils savent qui a fait quoi. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est pour les 100 premiers jours. Maintenant, après les 100 premiers jours, la loi d'amnistie va prévoir ce qu'on appelle le dilemme des prisonniers. C'est quoi? C'est que pour ceux qui ont détourné l'argent public, c'est un détournement en complicité, le premier à dénoncer, la première personne qui va dénoncer, sera automatiquement amnistiée. C'est une amnistie de droit. Ce sont les autres qui vont payer les pots cassés, les complices. Donc ça va créer une certaine forme de zizanie entre les détourneurs de deniers publics. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que généralement les détournements de deniers publics se passent en groupe. Ce n'est pas une seule personne qui peut détourner l'argent public. Il faut toujours un groupe. La première personne qui dénonce est amnistiée et garde l'argent. Ce sont les autres qui payent les pots cassés. Donc vous voyez qu'avec un tel système, les détournements de deniers publics seront beaucoup plus difficiles. Et la corruption en général, parce que ça s'étend à la corruption. Parce que les gens pourront toujours dire, je dénonce le premier, bon moi je suis amnistié. Et si vous créez la zizanie, il n'y a plus d'entente. Et s'il n'y a plus d'entente, ça devient beaucoup plus risqué d'essayer de détourner l'argent public ou de se lancer dans des actes de corruption. Et ce système va s'étendre au secteur privé. Ça, j'ai commencé par le public, parce que d'abord, la charité bien organisée commence par soi-même. Mais ça sera étendu au secteur public. La première personne à dénoncer les actes de détournement, même dans le secteur privé, ou les actes de corruption, est automatiquement amnistiée. Ce sont les autres qui paient les pots cassés. Voilà qui est assez clair. Nous achinons vers la fin de cet entretien, mais vous aurez encore l'occasion d'exposer sur les réformes d'abord du système éducatif. Que proposez-vous concrètement? Les réformes du système éducatif vont viser à produire des innovateurs et à répondre aux besoins du marché du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En classe de 6e, dès la classe de 6e, une nouvelle étude sera introduite, une nouvelle discipline. Étude indépendante et initiation à la recherche. Elle va permettre aux étudiants, dès la classe de 6e, de commencer à identifier des sujets qui les intéressent, à travailler avec un enseignant qui est spécialiste de ce sujet. Donc pendant l'année, ils vont faire des recherches sous la supervision de cet enseignant. Ils vont préparer un rapport qu'ils vont présenter à 3 enseignants, y compris l'enseignant qui a supervisé le travail. Maintenant, si la note de cette discipline aide l'élève, elle va compter dans la moyenne générale. Si ça n'aide pas, elle ne va pas compter. Parce que l'idée ici, c'est de pousser les enfants à réfléchir par eux-mêmes et à comprendre que l'apprentissage, il est d'abord personnel. Le meilleur prof, c'est vous-même. Le meilleur élève, c'est vous-même. Et on va leur inculquer un certain esprit critique à travers cette discipline. Mais en même temps, je ne veux pas les stresser. Je ne veux pas qu'ils aient peur. Mais il faut qu'ils fassent ça vraiment en toute liberté, et sachant qu'il n'y a que du bien qui peuvent sortir de là. Ça, je pense que si on maintient ce système jusqu'à l'université, il y aura des gens qui vont beaucoup réfléchir par eux-mêmes et qui ne seront plus en train de réciter les cours. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Réciter, on est meilleur parce qu'on récite. Ça, c'est le problème de l'innovation. On va essayer de régler ça de cette manière. Maintenant, pour ce qui est de la réponse aux besoins du marché du travail, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Mais il faut que vous sachiez que dès la première année d'université, l'État signera des partenariats avec les entreprises qui vont obliger les étudiants à avoir des stages en entreprise qui sont notés par le chef de l'entreprise concernée et un enseignant spécialiste du domaine dans lequel l'étudiant a travaillé. Ça, c'est extrêmement important. Ces stages, ce ne seront pas que des stages pour l'expérience. Ils seront également notés. Et si la note du stage aide l'élève, ça compte dans la moyenne générale. Si ça n'aide pas,
c'est là dans son bulletin, mais ça ne compte pas. Voilà pour la moyenne générale. Voilà un peu comment nous allons essayer de régler le problème de l'adéquation entre marché du travail et éducation. Mais troisièmement, il y a d'autres. Maintenant, l'infrastructure physique et l'infrastructure humaine. L'infrastructure physique va beaucoup reposer sur le téléenseignement, surtout au début, parce que certaines régions du Cameroun n'ont pas vraiment d'enseignants ou d'écoles. Et c'est pour cela d'ailleurs que les téléphones seront fournis rapidement à tous les Camerounais, pour que justement l'État puisse leur donner les services d'éducation déjà dans ces téléphones-là. Et maintenant, les gens ils me disent toujours, oh, l'énergie, il y aura un chargeur solaire et l'État mettra Internet. Je mettrai Internet à moins de 6 mois un peu partout au Cameroun. Parce qu'Internet, c'est quoi? Ce sont les antennes. On a 360 communes. Vous mettez 10 antennes dans chaque commune, vous arrosez toute la commune en Internet. Et ça se fait en moins de 6 mois, quand on ne vous raconte pas d'histoire. Maintenant, l'État peut payer les compagnies sur 2, 3 ans, 4 ans. Je le fais en moins de 6 mois. Donc, on aura Internet. Donc, l'application, l'usage de l'Internet pour l'application de l'État, que j'appelle fichier unique, sera gratuit. Parce que c'est un service public. Donc, que les gens ne me disent pas, oh, Internet et électricité, non. Ça, le problème, j'ai déjà pensé à ça, ce sera réglé. Ça, c'est l'infrastructure physique. On va beaucoup reposer sur le téléenseignement. Bon, les cours habituels vont continuer. C'est juste que l'étudiant ou l'élève aura, en plus du cours à l'école, qu'il y aille ou qu'il n'aille pas, un cours similaire disponible dans le téléphone. Donc il n'aura pas d'excuse. Donc même s'il est malade, il ne peut pas dire non, tu as eu le cours dans le téléphone. Il n'y aura pas d'excuse. Deuxièmement, l'infrastructure humaine. Il faut penser à la condition des enseignants. Ce sera révalorisé dans le cadre du changement de la grille salariale. Beaucoup d'entre eux seraient des cadres supérieurs dans le secteur privé, donc le salaire va aller avec. Et les moyens également. Il y aura des bibliothèques un peu partout au Cameroun. Il faudrait que chaque département ait au moins une grande bibliothèque. Une grande bibliothèque de référence qui va permettre justement de fournir les connaissances à tout le reste du département. On va également miser sur tout ce qui est électronique pour que justement ces bibliothèques prennent des abonnements dans les divers journaux scientifiques pour mettre des articles novateurs à la disposition des étudiants et des enseignants. Bon, voilà un peu autant de choses que nous ferons. Voilà, réforme de la santé et de la sécurité sociale. Oui, sur la santé et la sécurité sociale, nous avons la couverture santé universelle au Cameroun, mais qui n'a rien d'universel. Ça ne couvre pas tous les soins, ça ne couvre pas tout le monde, et en plus, ça ne couvre pas le problème fondamental de l'offre de centres de santé, et en plus, c'est financé en partie par l'extérieur. C'est un modèle qui ne tient pas. Ça ne tient pas, ça ne tiendra même pas dans 1000 ans. Je propose qu'on change tout cela. On divise le problème en deux. Pour ce qui est de l'offre des centres de santé, on laisse une entreprise populaire, la Société nationale des hôpitaux et centres de santé, s'occuper des centres de santé, y compris ceux qui sont maintenant dans le portefeuille de l'État. C'est vous qui allez gérer ça. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la santé rapporte de l'argent. Ça peut rapporter des dividendes à vos actions. On sera beaucoup plus rapide parce que vous avez beaucoup plus d'argent que l'État. Donc l'État vous laisse faire, c'est votre affaire. Maintenant, ce que l'État lui fera, c'est de s'assurer que tout le monde peut avoir accès à ces centres de santé, à ces hôpitaux. Voilà pourquoi je vais mettre sur pied une couverture maladie universelle. Mais elle n'est pas étatique. Ici, l'astuce, c'est quoi? C'est que l'État va négocier des prix de gros pour tout le monde, pour ses propres employés déjà, mais également pour vous. L'État dira par exemple à ces compagnies, donnez-moi une offre. J'ai 30 millions de clients. Donnez-moi une offre. Le contrat, c'est entre vous et moi. C'est moi qui vous paye par mensualité. C'est moi qui vous paye. Et l'État, lui, fait comment? Il récupère l'argent auprès de vous à travers l'application. Vous remboursez l'État. Mais l'avantage de ce système, c'est que, tout le monde a la couverture, c'est garanti, parce que c'est l'État qui paye. L'État ne fait que récupérer l'argent auprès de vous. Les pauvres, ou ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour payer l'intégralité de la prime d'assurance maladie, l'État pourrait les aider à payer. Voilà comment l'État va s'assurer que, les centres de santé sont construits, et que 2, tout le monde y a accès, parce que c'est lui qui négocie avec les compagnies d'assurance maladie. Et maintenant, ceux qui sont pauvres, on les aide. Voilà un peu comment je vois le système de santé du Cameroun. Voilà, c'est vrai que vous avez été assez clair, mais je voudrais poser une question peut-être pour sortir de là. Qui est pauvre dans ce cas-là? Qui est considéré comme le pauvre quand vous dites les pauvres? Non, l'État aura vos informations sur les revenus. L'État aura l'idée de vos revenus. La majorité des Camerounais sont pauvres. Oui, mais vous êtes pauvres aujourd'hui, mais beaucoup d'entre vous, surtout les étudiants, vous serez les riches de demain. Moi, je n'ai pas cette vision statique des choses. Oui, la majorité est pauvre. Maintenant, n'oubliez pas, l'État va les aider à acheter des actions dans les entreprises populaires. Donc très vite, les actions s'apprécient. Les actions payent des dividendes. Y compris même dans la Société nationale des hôpitaux et des centres de santé. Celle qui va construire les hôpitaux et centres de santé, en fait, quand vous payez la société, c'est vous payez vous-même votre société. Parce qu'une partie des profits va vous revenir.
Oui, c'est un mécanisme qui fait tourner l'argent. Et vous tenez compte de l'évolution dans le temps, vous n'êtes pas statique. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr, on sort certainement cet entretien par là. Quelle place occupe ou quelle place accordez-vous à la diaspora dans votre projet de société? Elle fera partie intégrante du Cameroun. Parce que justement, avec l'application de l'État, tout le monde pourra la télécharger, faire la reconnaissance faciale, scanner ses pièces d'identité. Et on va enlever, pour les Camerounais, on va enlever cette affaire de double nationalité. On va enlever, il n'y a plus de contraintes. Ils sont des Camerounais. Écoutez, personne n'a de doute. Moi, je n'ai jamais changé de nationalité, mais on sait que tous ces Camerounais, même quand ils ont pris d'autres nationalités, ils restent foncièrement Camerounais. Oui. Je mettrai d'ailleurs dans la Constitution qu'un Camerounais de naissance ne pourra plus jamais être obligé d'abandonner sa nationalité camerounaise. Parce que c'est dans le sang, vous ne l'avez pas demandé. Moi, je n'ai pas demandé à être Camerounais. Vous n'avez pas demandé à être Camerounais. Quelle que soit la nationalité que vous allez prendre demain, quand je vois au nom job, je sais que écoutez, vous êtes Camerounais 100%, 1000%. Donc ça, on va enlever ça. Ils vont tous reprendre leur nationalité. Ce ne sera pas une naturalisation. Ils reprennent. Ce sera une restitution de nationalité. Donc il faut que les Camerounais sachent que ça ne s'applique même pas aux femmes, aux femmes qui sont mariées. Et les femmes mariées, qui elles peuvent prendre la nationalité du mari et garder la nationalité camerounaise. C'est même une discrimination qu'on fait, qui n'est pas justifiée. En tout cas, on va balayer tout ça. Et l'application justement de l'État, avec la reconnaissance faciale, fera en sorte que les Camerounais de la diaspora seront comme au Cameroun. Parce que tout sera électronique, de toute façon. Vous faites vos échanges avec l'État de manière électronique sur votre téléphone. Donc eux aussi. Et le téléphone ne connaît pas la distance. Voilà, donc voilà comment on va intégrer ça. C'est assez clair, Dr Bourhar Béjac. Je vous laisse à présent dans cette posture de président candidat à l'élection présidentielle. Vous regardez la caméra juste derrière moi et en 5 minutes, vous parlez à votre peuple d'une part et à vos électeurs d'autre part. Oui, j'aimerais dire ceci à tous nos frères et sœurs du Cameroun, que cette élection est cruciale. Nous avons raté le tournant de 1960. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous ne devons pas rater le tournant de 2025. L'idéal sera qu'il y ait un candidat consensuel, mais ce n'est pas facile. Soyons honnêtes, parce que nous avons des visions complètement différentes. Je tiens à un certain nombre de choses que nous devons faire dans notre pays, personnellement. L'exécutif ne doit plus avoir le contrôle du processus électoral. Et c'est vous, le peuple, qui devez reprendre le contrôle de nos institutions à travers la Cour suprême que vous allez contrôler. Sur le plan économique, je tiens à ce que tous les 58 départements du Cameroun soient développés au même moment. Ce qui nécessite une réforme complète de notre système de financement. Je tiens à ce que nous sortions de la zone CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Parce que notre monnaie, au moment où nous parlons, est encore battue par l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas normal pour un pays comme le Cameroun. Je tiens à ce que nous accélérions l'intégration africaine, le Fonds monétaire africain et la zone de libre-échange continentale africaine, qui vont permettre au Cameroun d'avoir une place centrale sur le continent. Parce que le premier pays, probablement, celui qui va le plus bénéficier de cette intégration africaine, c'est le Cameroun qui est ici à la charnière du continent. Et ça, c'est crucial qu'on le lance. Je tiens également à ce que notre diversité ethnoculturelle et linguistique soit une opportunité, une source de richesse et une source de fierté pour nous tous. Voilà. Et je tiens à ce que nous résolvions la crise anglophone de manière pacifique. We have to solve that crisis in a peaceful manner because Anglophones and Francophones are brothers and sisters. Those colonial divisions, this colonial brainwashing is a shame and it's still impacting us. We can solve that issue peacefully as brothers and sisters, and I intend to do that. Donc nous avons des divergences de fond dans beaucoup de domaines. Mais je dis ceci aux Camerounais. N'oubliez pas, l'opposition ne perd pas parce qu'elle n'est pas forte. L'opposition perd, entre guillemets, très souvent parce qu'elle ne contrôle pas tous les bureaux de vote. Et cette fois-ci, nous en avons 31 578, je pense. Nous devons tous les contrôler. Et je suis en discussion avec d'autres candidats, mais également avec des partis politiques qui n'ont pas de candidats, mais qui ont une présence sur le terrain, pour qu'on s'assure que le 12 octobre, nous avons le contrôle total de tous les bureaux de vote. Et je peux vous dire, à ce moment-là, que le RDPC ne peut pas être premier. Le RDPC ne pourra pas être premier, quel que soit le nombre de candidats au finish. Je vous recommande vivement d'aller retirer vos cartes d'électeurs, si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les seuls à pouvoir changer le Cameroun. Une personne ne peut pas changer le Cameroun. Les candidats, en réalité, n'ont pas le pouvoir de changer le Cameroun. C'est vous, le peuple, qui avez le pouvoir de changer le Cameroun.
Donc, utilisez ce pouvoir en 2025 pour qu'on ne retombe pas dans la catastrophe de 1960 où on a des dirigeants qui ne pensent pas au peuple, qui ne pensent pas servir le peuple. Ce pays est le vôtre. Il faut en prendre le contrôle. Le 12 octobre. Soutenez également l'initiative visant à contrôler tous les bureaux de vote. C'est beaucoup plus important que toute autre initiative. Et bien sûr, dans mon cas, soutenez mon projet de société en allant sur le site www.bouhga2025.net et aidez-nous justement à mettre en œuvre tout ce que je vous ai promis là. Parce qu'on peut développer ce pays en quelques années. Oui, on a perdu 65 ans. C'est un gâchis. Le Cameroun peut se développer en moins de 20 ans, 20-30 ans maximum. Mais déjà, dès les 2 premières années, 24 mois, vous allez voir les choses changer parce que je vais complètement changer le modèle de financement de ce pays. L'État ne sera plus au centre. Vous serez au centre et vous avez beaucoup plus d'argent que l'État. Beaucoup plus. Et vous allez faire les choses très rapidement et beaucoup mieux que l'État. Donc, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Même si votre champion n'est pas dans la course, votre champion pourra aider au changement et son travail, sa contribution sera reconnue à sa juste valeur. Donc, s'il vous plaît, allez voter le 12 octobre et surveillez votre vote. Merci et que Dieu vous bénisse tous. May God bless you all. Thank you. Merci beaucoup, monsieur Jacques Bourra-Harbet. C'est vrai qu'on n'a pas encore la couleur du bulletin. On peut la voir? Verte. Oui, le bulletin vert. Hein, c'est vert avec le parapluie. Voilà. Bon, voilà. On aura l'occasion de communiquer là-dessus, rassurez-vous. Voilà, on le fera pour merci. tous les candidats. C'est l'équité ici à Ozon 3. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à l'équipe technique. Et surtout, merci aux millions de téléspectateurs qui m'ont fait l'honneur de m'écouter cet après-midi. Objectif étudié 2025. Clap de fin avec le docteur Bourra-Harbet. Au revoir.